My father will hear about this. Halo Mora, les studios Warner Bros nous ouvrent leurs portes pour une visite tout à fait inédite. Alors que plusieurs décors et salles sont déjà au programme du musée consacré aux petits sorciers à lunettes, une nouvelle activité débarque à Londres. Bonjour à tous, c'est Julie pour le Journal du Geek et cette semaine on va vous parler de l'inauguration des serres du professeur Chourave. Clap! Londres est un passage obligé pour tout pèlerinage Harry Potter qui se respecte. Après une brève visite de King's Cross, point de départ de tous les films de la saga ou presque, direction Leavesden pour découvrir tous les décors qui ont servi à créer la magie Harry Potter. À 30 minutes de la capitale, un imposant bâtiment renferme bien des secrets. J'espère que vous avez révisé vos sorts puisqu'ils vous seront bien utiles. On commence par le plus simple, action programme de la visite pour être certain de ne rien rater. D'ailleurs, on n'hésite pas à attaquer dans le vif du sujet puisqu'on découvre en premier lieu la grande salle. Jusqu'au 20 juin dernier, les studios étaient d'ailleurs décorés aux couleurs du 5e opus, lorsque Harry, Ron et Hermione passent leur buse, sous l'œil attentif de Dolores Ombrage. Alors que l'été commence, ce sont cette fois-ci les créatures magiques et autres plantes mystiques qui sont à l'honneur. La grande salle est directement inspirée d'une pièce située au collège de Christ Church à Oxford. Pour les besoins du tournage, elle a été reproduite avec de vraies pierres et pouvait accueillir jusqu'à 400 personnes. Un chantier colossal qui est d'ailleurs le seul à ne pas avoir été démonté entre deux opus. C'est ici que Chris Columbus a immortalisé pour la première fois la cérémonie du Choixpeau, sous un ciel de candélabres flottants. Gryffindor! Voulant miser sur le réalisme, le cinéaste avait ainsi accroché des centaines de bougies à des fils de tungstène qui devaient être supprimés en post-production. Rapidement, les bougies ont commencé à brûler les fils et à tomber sur les tables. Pour la sécurité des acteurs, on comprend que Warner Bros avait tenté d'éviter l'incendie, elles ont été remplacées par des effets numériques. On quitte désormais l'énorme décor pour se diriger vers le dortoir des Gryffondors qui accueille les confidences entre Harry et Ron sur l'amour dans le prince de Sang-Mêlé ou leur dispute lors de la coupe de feu. La petite pièce ainsi que tout le mobilier ont été construits pour le premier volet. Au fil du temps, les acteurs ont néanmoins commencé à se sentir un peu à l'étroit. Les réalisateurs qui vont remplacer Chris Columbus ont dû redoubler d'ingéniosité pour masquer le fait que leurs pieds dépassaient largement des petits lits. Caput Draconis. On avance désormais à pas feutrer vers la forêt interdite. Présenté au public dès le premier volet des aventures d'Harry Potter, l'endroit abrite des merveilles de technologie. Alors que beaucoup misaient à l'époque sur des effets numériques, Alfonso Cuarón a fait le choix de la robotique pour Buck, l'hippogriffe qui deviendra rapidement l'allié de nos héros dans Le Prisonnier d'Azkaban, tout en s'attaquant à Drago Malfoy. D'ailleurs, Tom Felton, qui campe le gamin insupportable de la saga, n'a plus de rancœur envers le petit poulet. Alors qu'il venait de présenter les serres du professeur Chourave, il nous a confié. Yeah, although he's glorious, isn't he? Gorgeous, isn't he? Yeah. It was quite amazing because it was, again, a lot of people forget that in those early films especially, including the mandrakes that we have around us, they're all animatronic. There's no visual effects afterwards. It's all practical stuff. I think a lot of people thought that Buckbeak was computed or whatever, not to take away from the special visual effects that come into play, but to actually see it up front, terrifying but also gorgeous. He's forgiven me and I've forgiven him since our earlier run-in. Dans la chambre des secrets, Ron et Harry croisent aussi la route d'une araignée monstrueuse prénommée Aragog. La créature magique dispose de longues pattes velues de plus de 5 mètres de long et recouverte à la main de poils de yak, de cisailles et de paille à balai. Un peu de shopping désormais avant notre rentrée à Poudlard. Ouais, on a eu notre lettre, elle a été égarée par un hibou maladroit, on va un peu dénoter avec le reste des premières années. Mais tant pis, c'est l'heure d'acheter nos fournitures. À nous tous les essentiels pour une année très riche en apprentissage à Poudlard. L'équipe a ainsi pioché son inspiration du côté des romans de J.K. Rowling, évidemment, mais pas seulement. En effet, elle s'est aussi inspirée des illustrations originales des livres Oliver Twist et David Copperfield de Charles Dickens, pour donner naissance à des bâtiments biscornus et colorés. Judiana Makowski, costumière sur le premier film, explique « Dans ses dessins, les personnages portent des costumes mal ajustés, des hauts de forme un peu écrasés, mais toujours élégants. Il y a néanmoins toujours quelque chose qui cloche. C'est cela qui nous a plu. » On peut aussi découvrir avec beaucoup de bonheur la boutique des frères Weasley, qui regorge de farces et attrapes. De notre côté, on a opté pour des pastilles de gerbe, histoire de prolonger un peu le week-end. Désolé patron. Si vous vous demandiez d'où viennent ces accessoires, c'est Minalima qui est à l'œuvre. La société qui commercialise désormais les livres illustrés Harry Potter a créé des milliers de designs et étiquettes à apposer sur les éléments de décor, comme les dragées Bertie Crochu ou encore le livre du prince de Sang-Mêlé. Chez Fred et George, on croise aussi de nombreux objets inspirés des années 50. Au total, le duo de graphistes Minalima avait conçu plus de 40 exemplaires de la Gazette du Sorcier, des milliers d'accessoires pour remplir les étagères des salles de classe et des boutiques. Bon, on était un peu à court financièrement pour s'offrir un filtre d'amour ou une autre potion du genre. Du coup, on a fait un petit tour par la banque de Gringotts qui abrite la fortune des grandes familles de sorciers. Attention aux dragons.
Saviez-vous qu'à l'origine les pièces étaient faites à partir de métal? Malheureusement, les accessoiristes ont dû se rabattre sur du plastique car nombre d'entre elles ont été volées au fil du temps. Plus de 200 000 pièces en plastique ont ainsi été créées pour les besoins du film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Ça fait un paquet de petites monnaies. Voici désormais le clou du spectacle, l'endroit où la magie opère depuis 2001. Alors que Warner Bros décide d'adapter les aventures du petit sorcier à lunettes, Chris Columbus doit trouver une manière de donner vie à Poudlard tout en évitant les effets numériques qui étaient à l'époque pas aussi réalistes qu'aujourd'hui. C'est Gary Tompkins, chargé de la création des décors, qui fera éclore l'impressionnante maquette. 86 techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour la faire sortir de terre. Elle contient 25 000 ampoules à fibre optique pour les lanternes et les torches, qui donnent ainsi l'illusion que les élèves marchent dans les couloirs. Au début, cette maquette ne ressemblait pas à celle que vous avez pu découvrir à l'écran. Alors que J.K. Rowling écrivait au fur et à mesure, les artistes ont dû s'adapter pour coller le mieux possible à l'architecture qui émergeait des romans. C'est pour cela que l'on peut apercevoir quelques pièces et détails qui ont été modifiés au fil du temps, à commencer par la tour d'astronomie qui n'existe pas dans le premier film. Gary Tompkins nous a expliqué que tout cela était un véritable casse-tête. Si on nous demandait, on pouvait répondre que c'était de la magie du cinéma sans doute. On termine par la petite nouvelle, une pièce qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine. Il s'agit de la serre du professeur Chourave, directrice de la maison Poufsouffle, qui, soit dit en passant, est la meilleure. Bon, je dis ça parce qu'en vrai je suis Poufsouffle, mais vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quelle maison vous appartenez. Si ce n'est sans doute pas l'endroit que l'on aperçoit le plus dans la saga, les serres semblent avoir laissé leur empreinte dans l'imaginaire des spectateurs. C'est ici que Neville s'évanouit dans le deuxième opus et que Drago Malfoy se fait mordre le doigt. Près de 20 ans plus tard, Tom Felton semble être plutôt ravi d'y remettre les pieds. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec lui, le moins que l'on puisse dire c'est que l'endroit a plutôt tendance à raviver des souvenirs. It's fantastic, it's amazing. Yeah, welcome to Professor Sprout's greenhouse. This is the first time that I've stood in here for 20 years and it's exactly as it was when I left it, so it's really cool that even I get to come and experience it, let alone that now, well, people from around the world get a chance to experience what we did when we were 12 years old. Yeah, as you can see, every single inch of the place has been beautifully restored as to what it should be. So, yeah, it's pretty thrilling. It reminds me of my childhood, really. It reminds me that I was quite a naughty child on set. I remember being told to stop laughing, Tom, and stand on your mark and do as you're told, because we had too much fun. You can imagine it here, we had probably 30, 40 kids, all very excited to play with the mandrakes, and one of the more fun scenes to do. Also, one of the more memorable sets. It's only in the films for a very short amount of time, but it's such an iconic set. It's amazing that they've managed to bring it back to precisely as it was. Avant de partir, on vous a concocté une petite sélection d'anecdotes à ne pas piquer des hannetons. Pour les fans d'Harry Potter, voici 3 choses à savoir pour briller en société. Harry a les yeux verts dans une scène du film. Vous n'êtes pas sans savoir que notre bon Harry Potter a les yeux verts dans les romans. Pour coller le plus à l'intrigue imaginée par J.K. Rowling, Chris Columbus a ainsi décidé de faire porter des lentilles au jeune Daniel Radcliffe. Dans la dernière scène, la première à avoir été tournée, on peut les apercevoir. Les plus observateurs auront aussi remarqué qu'Emma Watson porte une prothèse dentaire. Elle l'enlèvera plus tard car elle exprimait quelques difficultés à parler. Hagrid n'est pas vraiment Hagrid. Robbie Coltrane est grand. Du haut de ses 1m85, il domine largement une assemblée de petits sorciers. Néanmoins, il est quand même très loin de la taille de demi-géant d'Hagrid. Pour tromper les spectateurs et la caméra, le réalisateur Chris Columbus a dû redoubler d'ingéniosité pour le faire paraître immense. L'astuce, tout simplement engager une doublure et lui faire porter un masque en animatronique. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer à plusieurs reprises dans les différents longs métrages. Neville était trop BG. Si vous avez lu les livres, vous n'êtes pas sans savoir que Neville est loin d'être une gravure de mode. Avec son visage joufflu et son air un peu benet, le personnage va néanmoins peu à peu s'imposer comme l'un des préférés des lecteurs. Mais avec l'âge, l'acteur Matthew Lewis a bien changé et son apparence ne collait plus vraiment à celle du personnage dans les romans. Ils ont ainsi décidé de le grimer grâce à de fausses dents, du scotch pour décoller ses oreilles, ou encore un costume rembourré. Finalement, pour le dernier volet, David Yates s'est affranchi de tous ses accessoires pour présenter l'acteur tel qu'il était. Le but, accentuer le fait que la situation à Poudlard est angoissante et qu'il n'est pas bien traité sous la direction de Severus Rogue. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, activez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Quant à moi, je vous dis tchuss!